Tolérance zéro, c'est la promesse du Premier ministre israélien à la suite d'une série de violences terroristes. Un deuxième extrémiste juif a été arrêté, un autre a été placé en détention administrative. Peut-être un tournant dans le conflit au Yémen. Soutenues par une coalition de pays sunnites de la région, les forces loyalistes gagnent du terrain face aux rebelles houthis. Puis la Birmanie, confrontée à une mousson meurtrière, fait appel à l'aide internationale. Les intempéries touchent la majeure partie de l'Asie du Sud-Est. Il y a des centaines de morts, plus de 2 millions de déplacés. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. En Israël, un deuxième extrémiste juif a été arrêté, un autre placé en détention administrative. C'est la toute première fois que ça arrive. Cette décision fait suite à une série de violences commises ces derniers jours, notamment la mort d'un bébé palestinien vendredi dernier en Cisjordanie. Benjamin Netanyahou a promis une tolérance zéro contre le terrorisme juif et la Knesset s'est réunie ce mardi en session extraordinaire, une séance particulièrement houleuse. Olivier Boulinck. La session était de la plus haute importance et justifiait de rompre les vacances parlementaires de la Knesset. À l'agenda, comment combattre les actes de terrorisme juif. Le débat était tendu, émaillé de chahuts et de cris dans l'hémicycle, notamment lorsque le ministre en charge de la sécurité s'est exprimé. Tous les jours, toutes les nuits, les rapports confirment que des cocktails Molotov sont lancés à Jérusalem-Est contre des foyers juifs. Ces cocktails peuvent potentiellement les brûler vifs. Les députés de l'opposition sont remontés. Ils accusent le Premier ministre de ne pas prendre le problème à bras-le-corps. La société israélienne ne doit pas rester silencieuse et ne doit pas accepter les violations de la loi que pratique ce gouvernement. Pour ce député de la liste arabe, rien ne changera tant que ce gouvernement sera au pouvoir. C'est l'atmosphère raciste créée par les ministres anti-palestiniens qui est à l'origine de ce genre de crimes de guerre. Deux attaques meurtrières ont secoué la société israélienne la semaine dernière. Jeudi, un ultra-orthodoxe s'est rué sur le défilé de la Gay Pride de Jérusalem. Bilan 1 mort et 5 blessés. Vendredi, un bébé palestinien a été tué, brûlé vif dans l'incendie de sa maison par des extrémistes juifs en Cisjordanie. Les autorités israéliennes ont placé un suspect en détention administrative, c'est-à-dire sans avoir au préalable eu recours à une décision de justice. C'est la première fois qu'Israël applique une telle mesure à un juif. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est par ailleurs adressé ce mardi à la communauté juive américaine. Depuis Jérusalem, il a dénoncé l'accord sur le nucléaire iranien. 10 000 personnes étaient connectées pour entendre ses arguments contre l'accord de Vienne. On l'écoute. L'accord conclu sur le nucléaire ne bloque pas l'accès de l'Iran à la bombe nucléaire, mais lui en donne le chemin. De manière étonnante, l'accord donne au programme illicite de l'Iran une légitimité internationale. Il rend plus difficile la production d'une ou deux armes nucléaires à court terme, mais il le fait à un prix très élevé, car l'accord permet à l'Iran de produire à long terme des dizaines d'armes d'ici un peu plus d'une décennie. Au Yémen, les rebelles houthis perdent du terrain. La plus grande base aérienne du pays était sous leur contrôle depuis mars dernier. Les combattants fidèles au gouvernement en exil l'ont reprise. Le résultat d'une offensive soutenue par l'Arabie saoudite et d'autres États sunnites de la région. Vanessa Abba. Ils savourent leur victoire. La base militaire d'Al-Anad a été reprise par les forces loyalistes, ces hommes qui continuent à se battre pour rétablir l'autorité du président en exil, Abed Rabo Mansour Hadi. Cette base était aux mains des miliciens chiites houthis depuis le mois de mars. Après de violents affrontements qui ont duré toute la nuit de lundi à mardi, les combattants pro-gouvernementaux ont pris le contrôle des bâtiments et des entrepôts de ce vaste complexe de 15 km². Ils ont ensuite ratissé toute la zone à la recherche de rebelles. Des combats qui rendent l'acheminement de l'aide humanitaire difficile. Médecins sans frontières tirent la sonnette d'alarme. La situation sanitaire serait au bord de l'explosion. 80% de la population yéménite a besoin d'aide humanitaire et des millions de personnes sont exposées à la famine. Le bilan côté civil est tout aussi alarmant. On compte presque 2000 victimes et plus de 4000 blessés. Ça fait une dizaine d'années que je travaille pour MSF. C'est la première fois que je vois un contexte aussi violent. Aden est complètement détruite. Il n'y a plus aucun service public, donc c'est un dépotoir à ciel ouvert. Ce qui entraîne évidemment forcément des risques au niveau sanitaire.
Sur le front diplomatique, l'ONU estime progresser vers la paix. Son projet censé permettre de mettre fin à 4 mois de conflit armé serait de mieux en mieux perçu par les belligérants. Les pluies de la mousson particulièrement meurtrières en Asie. La Birmanie a fait appel à l'aide internationale. Il y a eu dans le pays au moins 46 morts et plus de 210 000 évacués. L'ONU dit craindre de nouvelles crues dans toute la région. Stéphanie Pérez. Ils sont réfugiés sur une étroite bande de terre, encerclés par les eaux, coupés du reste du pays. Ces villageois birmans attendent les secours et se précipitent sur les quelques vivres que les autorités leur distribuent par hélicoptère en attendant la baisse du niveau des eaux. Au moins 200 000 sinistrés ont aujourd'hui besoin d'aide dans le centre et l'ouest du pays. L'eau a emporté toutes nos réserves de riz. Et maintenant, on est obligé de se réfugier dans les temples. La Birmanie est habituée aux pluies diluviennes de la mousson, mais ces 4 derniers jours, elles ont été plus violentes que d'habitude. Et le pays n'a pas assez de moyens pour venir en aide aux sinistrés. Des villages entiers sont engloutis. Des pagodes, on ne voit plus que les flèches dorées. Les habitants sont contraints de se débrouiller à la nage ou en pirogue. Ils organisent eux-mêmes les secours des plus faibles avec des moyens dérisoires. Ce reporter de la télévision locale se filme en situation. Il a de l'eau jusqu'à la poitrine. Il y aurait des dizaines de morts. La Birmanie demande une aide internationale d'urgence. La mousson affecte une grande partie de l'Asie. Ici, en Inde, au moins 120 personnes sont mortes ces derniers jours. Et le pays doit prendre en charge plus d'1 million de sinistrés. C'est un bilan humain tragique qui dépasse déjà celui de l'ensemble de l'année 2014. Plus de 2000 migrants ont trouvé la mort depuis janvier dernier, annonce de l'Organisation internationale des migrations. Ce week-end, il y a eu 19 décès dans le canal de Sicile. Georges Lédric. C'est un drame qui se joue quasiment chaque jour aux portes de l'Europe. Des centaines, voire des milliers d'hommes et de femmes entassés sur des embarcations vétustes tentent de trouver refuge sur le continent. Bien souvent abandonnés par les passeurs, livrés à eux-mêmes, sans eau ni nourriture, beaucoup ne parviennent jamais à destination. L'Organisation internationale d'immigration tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Malheureusement, nous avons atteint ce week-end un nouveau niveau avec plus de 2000 migrants et réfugiés qui sont morts depuis le début de l'année 2015. D'après l'agence onusienne, environ 188 000 personnes ont entrepris le terrible voyage depuis janvier, une hausse de plus de 80% par rapport à 2014. La Grèce et l'Italie sont les 2 principaux points de passage. Les décès, eux, sont essentiellement enregistrés au large de la Sicile. Ce week-end, 14 corps ont encore été ramenés au port sicilien de Messine. Des migrants morts d'épuisement et de soif, l'eau potable ayant été utilisée pour refroidir le moteur de leur bateau. Un Picasso a été saisi en Corse par la douane française. La toile était sur le bateau d'une société liée à son propriétaire, un richissime banquier espagnol. Le problème, c'est que le tableau est interdit de sortie d'Espagne, le pays natal de Picasso. Les explications de Claire Colnet et David Fossard. C'est un tableau estimé à 25 millions d'euros, tête de jeune fille, un chef-d'œuvre de Pablo Picasso. En Espagne, il est considéré comme un trésor national, même s'il appartient à un collectionneur privé. Interdiction pour lui de sortir du pays. Et pourtant, la semaine dernière, la toile embarque à bord d'un voilier, direction le port de Calvi. 2 jours plus tard, à Bastia cette fois, les douanes reçoivent une demande d'exportation du tableau vers la Suisse. Intrigués, ils vont sur le bateau vérifier les papiers. Le tableau n'est pas en règle. Le propriétaire de la toile est ce riche banquier espagnol, Jaime Botín. Il y a 3 ans, il a déjà tenté d'exporter le tableau pour le vendre, illégal pour un tel chef-d'œuvre. Un trésor national ne peut pas être exporté librement. Pour sortir d'Espagne, il devait faire l'objet d'une autorisation et que cette autorisation lui a été refusée. L'Espagne n'est pas le seul pays à protéger ses trésors. En France, plusieurs centaines d'œuvres d'art ne peuvent quitter le pays sans autorisation, quel que soit leur propriétaire. C'est le cas de tous les tableaux de plus de 50 ans, estimés à plus de 150 000 euros. Fin de cette édition, l'information continue sur France 24.